Salut, c'est Hugo, deuxième épisode de cette série où on essaie de comprendre le fonctionnement de la vie politique française. Aujourd'hui, on va s'attaquer au président de la République. D'ailleurs, si jamais vous avez raté le premier épisode qui porte sur la Constitution, autrement dit la loi suprême du pays, eh bien c'est très simple, une petite fiche s'affiche en haut à droite pour la voir, et puis je vous mets aussi le lien dans la description si besoin. A noter aussi que c'est des sujets qui sont fortement liés à l'actualité, et donc en plus de cette série de vidéos et des vidéos d'actualité sur ma chaîne YouTube, je vous conseille, si jamais c'est pas encore le cas, de me suivre sur Instagram et sur Messenger, si jamais vous n'avez pas Instagram, dans mes résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs à 18 h. Là aussi, vous inquiétez pas, je vous mets le lien dans la description pour vous abonner. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi un président de la République? Eh bien, c'est le chef de l'État, c'est lui qui dirige le pays. Avant la 5ème République, il ne servait pas à grand chose et c'était surtout un titre honorifique. Celui qui comptait vraiment, c'était le président du Conseil, ce qui est un peu l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui. Et le président du Conseil que vous connaissez peut-être si jamais vous aimez le cinéma, c'est René Coty. On l'a vu dans l'épisode précédent, la nouvelle constitution, celle qu'on a aujourd'hui, celle de la 5ème République, a vraiment renforcé le rôle du président. Il dispose aujourd'hui de pas mal de pouvoirs qu'on va détailler dans la vidéo, mais d'abord on va commencer par la base, comment est élu le président. Depuis la révision constitutionnelle de 1962, voulue par De Gaulle, les citoyens élisent le président au suffrage universel direct. C'est-à-dire donc qu'ils votent directement pour la personne de leur choix. Parce qu'avant ça, c'était les élus, comme les députés et les sénateurs, qui désignaient le président. En théorie, presque tout le monde peut se présenter à la présidentielle, il suffit d'être un électeur français, mais être un électeur français, ça implique plusieurs choses. Déjà, il faut avoir la nationalité française, être majeur ou encore jouir de ses droits civils et politiques. Et oui, parce que ça arrive que suite à une condamnation, on soit privé temporairement du droit de vote. Bref, si on est citoyen français, on peut se présenter. D'ailleurs, à chaque élection présidentielle, on voit tout un tas de candidatures un peu what the fuck, ou plutôt de tentatives de candidature. Vous allez voir pourquoi juste après. On se souvient de Sylvain Durif en 2017, qui se fait appeler le Christ cosmique et dénonce le grand complot des Illuminati. Il y a aussi Ferdinand Loppe qui s'est présenté à plusieurs reprises et même à 82 ans, il voulait succéder à Georges Pompidou. Il refusait de dire son programme pour pas qu'on lui pique ses idées. Bref, le truc c'est que évidemment, être simple électeur ça suffit pas pour être candidat, sinon on aurait des millions de candidatures. Du coup, pour vraiment valider sa candidature, il faut aussi recueillir le parrainage public, autrement dit une signature rendue publique d'un total de 500 élus répartis dans 30 départements et collectivités d'outre-mer différents. C'est le Conseil constitutionnel dont je vous parlais dans la première vidéo de cette série qui vérifie tout ça et valide la candidature. Sylvain Durif n'a par exemple jamais obtenu ces signatures. Lors du premier tour de la présidentielle, si un candidat obtient la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des voix plus au moins une voix, eh bien il est élu. Sinon, et c'est ce qui arrive le plus souvent, on fait un deuxième tour avec les deux candidats qui ont eu le plus de voix. Une fois élu, le président est nommé à la tête de l'État pour 5 ans, c'est ce qu'on appelle un quinquennat, et pour votre info, avant c'était 7 ans et c'était donc un septennat, mais depuis 2000 c'est donc 5 ans. Autre chose, il n'a pas le droit de se faire élire plus de 2 fois d'affilée, mais ça on en a déjà parlé dans la vidéo sur la Constitution. On attend du président de la République qu'il dirige l'État, qu'il veille au respect de la Constitution et qu'il applique son programme, parce que c'est quand même surtout pour ça qu'il est élu. Pour appliquer son programme et pour diriger la France, le président a besoin d'un certain nombre de pouvoirs. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, ses pouvoirs, c'est la Constitution qui lui donne. Il y a d'abord ses pouvoirs propres, qu'on appelle aussi ses domaines réservés. En gros, ce sont les pouvoirs qu'il ne partage pas et qui sont juste à lui. Il peut donc tout d'abord dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, pour faire très simple, virer tous les députés et organiser des nouvelles élections législatives, mais il peut aussi consulter les citoyens par référendum, saisir le Conseil constitutionnel, nommer le Premier ministre, nommer le président du Conseil constitutionnel, ainsi que de 3 de ses membres. Dans un certain contexte, en cas de crise très grave dans le pays, le président peut avoir les pleins pouvoirs. C'est ce qui est précisé dans l'article 16 de la Constitution, mais c'est vraiment exceptionnel, et ces pouvoirs exceptionnels, même s'ils sont critiqués, ont quand même leurs limites. Je vais pas rentrer dans les détails sur ce point, je vous mets un lien dans la description pour en savoir plus, mais ces pleins pouvoirs, ils ont été utilisés qu'une seule fois, c'était en 1961, lors du putsch des généraux pendant la guerre d'Algérie. Le général de Gaulle, qui était alors président, a pris les pleins pouvoirs pendant 5 mois. Bref, autre sujet, le président peut aussi accorder ce qu'on appelle la grâce présidentielle, c'est-à-dire qu'il peut réduire la peine d'emprisonnement d'un condamné. Alors attention, hein, la grâce présidentielle, elle fait pas disparaître la condamnation, il faut pas confondre avec l'amnistie, qui ne peut être prononcée que par le Parlement, on en parlera dans une prochaine vidéo. La personne graciée reste donc coupable pour la justice, et la condamnation reste sur son casier judiciaire, mais sa peine de prison est réduite. Alors ça arrive assez souvent, même si on n'en parle pas beaucoup, parfois ça fait un peu polémique. Par exemple, en 2008, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président, a gracié Jean-Charles Marchiani
un ancien préfet qui a été condamné pour trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux. Le Parti socialiste avait alors dénoncé une dérive de la pratique présidentielle. Là, on a parlé des pouvoirs propres du président, maintenant on va voir ceux qu'il partage, notamment avec le Premier ministre. Il partage d'abord avec lui ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir de promulguer des règlements dans les domaines qui ne sont pas couverts par la loi. En gros, pour faire voter des lois, on passe par le Parlement, ça vous le savez, mais pour faire passer certains types de décrets ou d'ordonnances qui sont pas des lois en fait, c'est en dessous des lois, et bien ça passe par le gouvernement qui a juste à signer et c'est appliqué. Pour faire vraiment très simple, mais là aussi c'est pas l'essentiel, donc je vous mettrai des liens dans la description si jamais vous voulez en savoir plus, les décrets ce sont des textes qui expliquent dans quel cadre va être appliquée une loi. Ils peuvent servir aussi à nommer des diplomates comme les ambassadeurs par exemple. Donc ça c'est le décret, et pour l'ordonnance c'est un peu comme une loi que le gouvernement peut faire appliquer tout de suite. Par exemple, si le président trouve qu'il est vraiment urgent d'interdire de dire chocolatine et que ça ne peut vraiment pas attendre que ce soit voté, eh bien il va faire passer cette mesure par ordonnance. Pour faire très simple, cette décision aura valeur de loi immédiatement, le mot chocolatine sera interdit, mais pour que sa validation soit définitive, le Parlement doit quand même valider après un certain temps l'ordonnance en votant à son tour. Et si elle ne le fait pas, eh bien l'ordonnance est annulée. Bref, en tout cas, ces décrets et ordonnances, c'est un pouvoir partagé entre le président et le gouvernement. Le président se charge aussi de nommer les ministres après proposition du Premier ministre, mais il est aussi chargé de mettre fin à leurs fonctions. Et surtout, c'est le président qui promulgue les lois, c'est-à-dire qu'il les fait appliquer. Quand une loi est adoptée par le Parlement, il la transmet au gouvernement et à partir de là, le président a 15 jours pour la promulguer. Mais pendant ce délai, en théorie, il a le droit de demander à ce que certains points soient rediscutés. Il a aussi un pouvoir administratif dans le sens où c'est lui qui est chargé de nommer les civils et les militaires d'État. Par exemple, il nomme les hauts fonctionnaires comme les ambassadeurs, les préfets ou encore les recteurs. Autre élément très important, le président de la République, c'est aussi le chef de l'armée. Il décide s'il faut déclarer une guerre, mais pour ça, il a quand même besoin de l'accord du Parlement. Par contre, en l'occurrence, c'est le seul à pouvoir donner l'ordre d'utiliser l'arme nucléaire. Alors là, vous devez penser peut-être à cette fameuse mallette noire qui accompagne le président partout quand il est en déplacement, mais je vais peut-être casser un mythe parce que selon les experts, elle ne contient pas un gros bouton rouge qu'il suffirait de presser pour déclencher une attaque nucléaire, mais vous n'êtes pas trop loin de la réalité quand même, parce qu'elle contiendrait un système de communication sécurisé pour rejoindre le président n'importe où, ce qui lui permettrait donc de décider d'utiliser l'arme nucléaire. Enfin, le président, c'est aussi le représentant de la France à l'étranger. Il négocie et ratifie, autrement dit valide, les traités internationaux. C'était par exemple le cas avec l'accord de Paris sur le climat, conclu en 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique. On l'a vu, le président dispose de tout un tas de pouvoirs qui font de lui la personne la plus puissante de l'État, même s'il y a quand même des contre-pouvoirs. D'ailleurs, est-ce que le président peut être destitué, autrement dit dégagé? Alors oui, mais c'est pas si simple, en fait c'est possible que depuis 2014. C'est l'article 68 de la Constitution qui détaille tout ça. L'article précise que, je cite, le président ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc par exemple, si le président commet un meurtre ou refuse de signer les lois votées par le Parlement, on peut potentiellement lancer une procédure de destitution contre lui. Mais c'est vraiment hyper compliqué à mettre en place, la procédure est super lourde, il faut avoir la validation de tout un tas d'institutions, bref, je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, le fait que la procédure soit compliquée, c'est fait exprès, c'est pour que les opposants au président de la République n'appliquent pas cette procédure en permanence. Pour l'instant, sous la 5ème République, aucun président n'a été destitué. En 2016, des députés Les Républicains ont lancé une procédure contre Hollande après la parution de l'ouvrage Un président ne devrait pas dire ça. Ils considéraient qu'il avait divulgué des informations secrètes, mais leur demande a été rejetée. Alors cette procédure de destitution, on peut dire qu'elle contrebalance un peu l'immunité dont bénéficie le président. En effet, un président ne peut pas être poursuivi par la justice pour des choses qu'il a fait pendant son mandat. Aussi, depuis 2007, on ne peut pas lancer de procédure judiciaire pendant le quinquennat d'un président, sauf dans certains cas s'il y a des crimes contre l'humanité par exemple. On dit donc qu'un président est irresponsable politiquement et pénalement, et à partir d'un mois après son mandat, il peut être poursuivi pour des choses faites avant qu'il soit président ou depuis qu'il n'est plus président, mais pas pour des choses donc, vous l'aurez compris, qui ont été faites pendant le mandat. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel de la question et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et vous, est-ce que vous pensez que le président a trop de pouvoir? Pour participer au débat, c'est très simple comme d'habitude, vous le savez, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Dans la description, vous retrouvez des liens pour en savoir plus. Je vous mets aussi le lien du compte Instagram et éventuellement du compte Messenger si vous n'avez pas Instagram pour suivre les résumés quotidiens de l'actualité. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.